Donc, professeur Guenounou, vous avez la parole. Vous avez donc 20 minutes. Merci. Je remercie donc je vous remercie de m'avoir invité à participer à ces journées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des considérations préanalytiques et de l'approche diagnostique de la maladie de Willebrand. Donc la maladie de Willebrand, elle a été découverte par le docteur Eric van Willebrand chez une petite fillette âgée de 5 ans qui vivait sur les îles à l'Inde et qui présentait des épistaxis. Cette fillette, elle est décédée donc des suites des saignements au cours de sa 4e menstruation à l'âge de 14 ans. Donc la prévalence de la maladie de Willebrand basée sur les données épidémiologiques, elle est de 1%. Donc cependant, la prévalence basée sur les données cliniques, elle est beaucoup plus faible et représentée par 0,05%. Donc c'est une maladie hémorragique, elle est liée à un déficit quantitatif ou qualitatif en facteur Willebrand. Elle peut être d'origine constitutionnelle ou acquise. Il existe une très grande hétérogénéité dans son expression clinique et biologique. Donc, le diagnostic il fait appel à plusieurs techniques et il existe une grande différence dans l'incidence de cette maladie, liée d'une part à la disponibilité des tests dans les laboratoires et à la difficulté de l'interprétation de ces tests aussi. Donc, le facteur Willebrand, comme vous voyez ici, il est constitué de la répétition de plusieurs domaines. Chaque domaine joue un rôle aussi bien dans la coagulation et dans l'hémostase primaire. Parmi les domaines importants, donc on note le domaine A1 qui permet la liaison à la glycoprotéine MB plaquettaire, médiant ainsi la première étape donc, de l'hémostase primaire. Donc, la classification fait référence à la publication de Sadler de 2006. Donc, elle est classée en deux grands types. Le déficit quantitatif donc, qui regroupe le déficit partiel de type 1, donc c'est le plus fréquent, et le déficit total de type 3, qui est beaucoup plus rare et représente moins de 5% des formes. Quant au deuxième groupe qui est représenté par le déficit qualitatif, notez aussi le type 2. Il est classé en sous-type 2A, 2B, 2M lié à un défaut d'interaction avec les plaquettes et le sous-type 2N qui est lié à un défaut de liaison au facteur 8. Donc l'objectif principal de cette classification est thérapeutique. Donc, avant de vous parler des tests diagnostiques, on va s'arrêter sur justement le préanalytique, particulièrement sur le prélèvement et les conditions de réalisation du dosage du facteur Willebrand, car c'est la première étape qui va conditionner le résultat. Donc d'abord, on commence par un interrogatoire. C'est une étape primordiale qui permet de récolter justement les antécédents personnels et familiaux, leur caractère spontané ou provoqué. Elle permet de préciser le type de l'hémorragie et elle permet donc de rechercher les pathologies associées justement qui peuvent être à l'origine d'une augmentation du taux du facteur Willebrand et ces informations sont utilisées dans l'interprétation du résultat. Ils permettent aussi de rechercher les interférences médicamenteuses car certains médicaments peuvent être à l'origine d'une augmentation du taux du facteur Willebrand. Donc, parmi justement les facteurs qui contribuent à cette augmentation, on note les facteurs hormonaux tels que la grossesse. On sait tous que le taux du facteur Willebrand il est multiplié d'un facteur de 2 ou de 3 en fin de grossesse. Donc, il est presque impossible de poser le diagnostic de la forme mineure, c'est-à-dire la maladie de Willebrand de type 1, au cours de la grossesse. De même que pour le traitement contraceptif, le traitement hormonal à base d'oestrogènes surtout, donc qui contribue à l'augmentation du taux du facteur Willebrand, donc rendant l'interprétation des résultats rendant les résultats très peu interprétables. Donc le deuxième facteur très important, c'est la présence d'un syndrome inflammatoire ou infectieux. Donc tout ça, ça doit être noté lors de l'interrogatoire, car l'inflammation et l'infection font aussi augmenter le taux du facteur Willebrand, rendant l'interprétation difficile. L'exercice physique et le stress aussi font libérer le facteur Willebrand à partir de ces lieux de stockage tels que les corps de Wabel-Palade. Et donc, c'est pour ça qu'on demande aux patients, lorsqu'ils se présentent au laboratoire, un repos de 30 minutes avant de faire le prélèvement. Donc, si on vous adresse des patients pour un dosage de facteur Willebrand dans les laboratoires de ville, donc il ne faut pas prélever tout de suite les patients, il faut exiger un repos de 30 minutes justement pour qu'il y ait retour du facteur Willebrand à sa valeur basale. Donc, il est important de tenir compte de toutes ces variations pour l'exploration de la maladie de Willebrand.
Donc pour la symptomatologie hémorragique, comme vous voyez ici, il y a plusieurs scores hémorragiques qui ont été développés et qui permettent la quantification de la symptomatologie hémorragique. Parmi ces scores, on note le score ISTH-BAT, donc développé en 2010. Il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il s'intéresse aussi bien à la symptomatologie hémorragique de l'enfant et de l'adulte. De quoi il est fait ce score? Il est fait de 13 items, plus le 14e item qui est réservé à la symptomatologie néonatale. Donc, à titre d'exemple, vous avez ici les épistaxis, les saignements cutanés, les plaies superficielles. Donc là, pour chaque item, vous avez une notation allant de 0 pour absence de symptomatologie hémorragique à 4, présence d'une symptomatologie hémorragique sévère. Donc, le score global de saignement est déterminé en additionnant les scores donc, de tous les items. Donc, une fois que vous faites l'interrogatoire et vous scorez le malade, donc là, on passe à l'étape du prélèvement. Donc, plusieurs sociétés savantes donc, ont défini justement donc, les conditions du prélèvement et qui sont malheureusement donc, qui peuvent être à l'origine d'une cause d'erreur qui dépasse pratiquement les 90%. Donc, quelles sont ces conditions? Donc là, pour l'anticoagulant, il est recommandé d'utiliser donc, du citrate trisodique à 3,2%. Le calibre donc, de l'aiguille doit être compris entre 19 et 22 jauges. Donc le garrot, il doit être posé donc à moins d'une minute et il doit être peu serré. Le prélèvement veineux est préféré au prélèvement artériel et le tube d'hémostase doit toujours être prélevé en deuxième position après un tube sec ou un tube de purge, mais jamais après un tube qui contient un anticoagulant. Et ça, je sais que beaucoup de laboratoires ne respectent pas cette condition. Alors, le niveau de remplissage, il doit être au minimum à 90%. Il faut tout de suite homogénéiser le tube par retournement. Et le transport, donc, il doit se faire à une température qui est comprise entre 15 et 25 degrés. Il ne faut pas transporter dans de la glace ou à une température entre 2 et 8 degrés ou à une température qui dépasse 37 degrés. Donc, on voit beaucoup quand le prélèvement ne se fait pas au labo, donc il nous ramène des glacières avec le tube qui est en contact de la glace. Et donc là ce n'est pas conforme, c'est considéré comme non conforme. Pour la congélation, donc si le prélèvement, le dosage ne va pas se faire, surtout dans les laboratoires de ville qui font beaucoup de sous-traitance, donc là, qu'est-ce qui est recommandé? Il est recommandé de faire une double centrifugation, de récupérer le plasma et de faire une congélation rapide à moins 70 degrés. Cependant, donc la congélation à moins 20, elle est acceptée. Pour le transport, donc le transport là aussi, donc c'est une étape très très importante car il faut transporter l'échantillon dans la carboglace. Car les cycles de congélation, décongélation, recongélation donc font diminuer l'activité et le dosage du facteur Willebrand. Et je peux vous dire que 99% des patients qui nous sont adressés pour contrôler des bilans, des dosages de facteur Willebrand faits soit à Pasteur-Serba ou à Biomnis, donc reviennent normaux. Donc c'est lié justement à toutes ces étapes donc, de prélèvement qui ne sont pas respectées. Alors, lors du dosage, la congélation, elle doit se faire, la décongélation, elle doit se faire donc dans un bain-marie à 37 degrés. Donc, il ne faut pas laisser le tube sur la paillasse. La décongélation ne se fait pas à température ambiante ou à une température qui dépasse les 39 degrés. Donc là, je vous ai mis 2 publications justement qui ont étudié l'effet de la conservation donc, du prélèvement primaire, c'est-à-dire le tube de sang total, à plus 4 degrés, car dans certaines pratiques, donc, ils prélèvent, ils mettent à plus 4 en attendant de centrifuger. Donc ça peut être à l'origine justement d'un résultat faussement diminué. Donc on le voit très clairement ici, où on note une diminution de l'activité du facteur Willebrand avec une augmentation des ratios. Donc qui est favorisé par la conservation du prélèvement à plus 4 degrés. De la même façon, on note une dégradation des multimères de haut poids moléculaire et de poids moléculaire intermédiaire lorsque le prélèvement il est conservé à plus 4 par rapport à la température ambiante. De la même façon, dans cette publication, donc, ils ont étudié l'effet du mélange. Quand on décongèle le tube, faut-il le mélanger ou pas? Donc, l'analyse sur un prélèvement non mélangé donc, engendre une diminution de l'activité du facteur Willebrand par rapport au vortex. Donc, les prélèvements qui sortent du congélateur après décongélation au bain-marie doivent systématiquement être vortexés avant la lecture.
Donc, au total, quel est le délai de réalisation? Qu'est-ce qui est accepté pour le facteur Willebrand? Donc, que ce soit pour le sang total ou pour le plasma, donc on peut le conserver jusqu'à 6 heures à température ambiante pour les taux normaux et pathologiques. Tout autre délai de conservation donc n'est pas validé. C'est-à-dire, vous prélevez à 8 heures, il faut vous assurer, ou vous prélevez à 9 heures, que dans les 6 heures, le prélèvement il est doublement centrifugé et congelé. Sinon, vous allez avoir une perte d'activité. Maintenant, on arrive aux tests de diagnostic. Quels sont les tests de diagnostic qui sont utilisés pour le diagnostic de la maladie de Willebrand? Donc, il y a beaucoup de tests. Ce n'est pas une glycémie. Donc, on fait un dosage et on est en hyper ou un taux normal. Là, il faut beaucoup d'examens parce que là, vous avez compris qu'il y a plusieurs types et sous-types. Donc, pour arriver à ces diagnostics, il faut utiliser beaucoup de tests. Donc le temps de saignement actuellement il n'est plus recommandé. Par contre le temps d'occlusion plaquettaire on peut l'utiliser. Il va nous donner une idée globale justement sur l'hémostase primaire. La numération formule sanguine donc elle permet de détecter une thrombopénie qui peut être associée ou révéler une maladie de Willebrand de type 2B. Le bilan de coagulation, particulièrement le TCK, lorsqu'il est allongé, donc il peut nous orienter vers un déficit secondaire en facteur 8, dû à la diminution du facteur Willebrand. Le groupage sanguin, il est réalisé systématiquement, puisqu'actuellement on sait que les sujets du groupe O, ils ont un taux physiologiquement plus bas de facteur Willebrand. On arrive aux tests spécifiques pour le diagnostic, donc ils sont représentés par l'activité du facteur Willebrand et l'antigène du facteur Willebrand. Ce sont les deux tests à réaliser en première intention. Donc la première technique activité qui a été décrite, c'est l'activité cofacteur de la ristocétine. Donc elle utilise donc, des plaquettes lyophilisées ou des plaquettes issues de donneurs en présence de ristocétine. Et ça se fait sur un appareil de type agrégomètre. Cependant, l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle utilise la ristocétine est considérée comme un agoniste physiologique et il existe certaines variations de séquence sur le facteur Willebrand qui peuvent être à l'origine d'un taux faussement bas d'activité, engendrant un faux diagnostic de maladie de Willebrand. Donc d'autres techniques ont été utilisées et qui sont beaucoup plus performantes et qui n'utilisent pas les plaquettes entières, mais ils utilisent uniquement un fragment de GPMB. Donc les performances de ces techniques donc, ils sont résumées ici dans le tableau. Donc comment on choisit notre réactif pour doser le facteur Willebrand? Donc il faut choisir un réactif qui a le seuil de quantification le plus faible, autour de 1%, qui a un coefficient de variation aussi faible et qui permet aussi de diagnostiquer toutes les formes de maladies de Willebrand, ça veut dire le type 1, le type 2 et le type 3. Et ici, on note qu'on a deux réactifs justement qui répondent à ces critères. De la même façon, donc pour le dosage de l'antigène, la technique qui est de référence, donc c'est l'ELISA, mais actuellement il y a d'autres techniques de chimiluminescence qui ont été développées et qui ont pratiquement des performances qui se rapprochent des tests ELISA. Donc là, on a compris que quand vous faites un dosage de facteur Willebrand, il faut préciser le réactif parce que les réactifs, ils ont des performances qui sont différentes. Comme ça, on peut orienter le clinicien. On peut, quand on nous adresse des patients, on sait avec quel réactif ça a été fait et est-ce que ce réactif, il répond aux seuils qui sont recommandés ou pas pour l'interprétation. Le troisième test spécifique qui est utilisé, c'est le dosage du facteur 8. Et donc, la diminution du facteur 8, elle se fait secondairement à la diminution du facteur Willebrand. On le dose pourquoi? Pour traiter. Parce que les patients qui ont un 8, déficit sévère en 8, donc il faut qu'on corrige le facteur 8, surtout en urgence. Aussi, donc systématiquement, on calcule les ratios. Donc, c'est le ratio activité sur antigène afin qu'on puisse s'orienter vers un déficit quantitatif de type 1 ou 3 ou un déficit qualitatif donc de type 2. Et le ratio 8 sur antigène Willebrand permet d'orienter vers une forme particulière qui est la maladie de Willebrand de type 2N. Le test RIPA, donc pour agrégation à faible et à forte concentration de ristocétine, donc c'est un test qui on travaille sur plasma riche en plaquettes en utilisant un agoniste qui est la ristocétine. Et donc là, ça permet de tester à la fois le facteur Willebrand et la glycoprotéine MB plaquettaire. Donc quel est l'intérêt de ce test? Donc pour ce test, on utilise deux concentrations lors de l'exploration, une forte concentration comprise entre 1 et 2 mg par ml. Donc là, vous voyez le sujet normal. Et là, il y a une courbe donc, qui veut dire qu'il y a une bonne agrégation donc à forte concentration. Et le sujet normal, il ne doit pas agréger à une faible concentration inférieure à 0,8. Par contre, regardez ici, dans la maladie de Willebrand de type 2B,
qu'est-ce qui se passe? C'est que le facteur Willebrand, il est hyper affine à la glycoprotéine MB et donc on note la présence d'agrégation à faible concentration de ristocétine. Donc ce test, il a toute sa place comme un test spécifique pour repérer justement ou orienter vers le diagnostic de la maladie de Willebrand de type 2B. Les autres tests discriminatifs qui sont utilisés, c'est le VWFCB pour collagen binding, donc qui permet la discrimination entre les sous-types 2A, 2M et 2A, 2B et 2M. L'étude de la capacité de la liaison au facteur 8 qui permet de confirmer cette fois-ci la maladie de Willebrand de type 2N. Le propeptide qui permet la discrimination entre la maladie de Willebrand de type 3 et la maladie de Willebrand de type 1 sévère. L'étude des multimères qui va donner une idée globale sur la distribution des multimères du facteur Willebrand. Le test RIPA croisé qui est utilisé pour la confirmation du diagnostic de la maladie de Willebrand de type 2B. Et enfin, l'étude génétique qui est réservée quand on a des tests phénotypiques qui ne permettent pas de conclure sur le type ou le sous-type, ou bien pour faire un diagnostic prénatal. Maintenant, on arrive aux critères diagnostiques. Donc, quel est le seuil qui est proposé pour retenir le diagnostic de la maladie de Willebrand? Donc, durant les années 90, 80-90, c'était le seuil de 50% qui était retenu par la majorité donc, des publications pour le diagnostic de la maladie de Willebrand. Cependant, durant les années 2000, donc, il y a eu cette notion de zone grise, c'est-à-dire Willebrand compris pour les patients qui ont un Willebrand compris entre 30 et 50%. On ne savait pas trop est-ce que c'était diminué du fait du groupe sanguin O ou bien réellement ces malades étaient des Willebrand. Et là, on voit dans toutes les publications rapportées ici que le seuil diffère en fonction du pays et du centre. Et parfois qu'au niveau du même centre, du même pays, deux centres différents. Certains utilisent le seuil de 30% pour le diagnostic, d'autres utilisent le seuil de 50%. Tout ça, ça a été réglé lors de la publication des nouvelles recommandations, donc les nouvelles guidelines de diagnostic et de prise en charge en 2021. Donc là, ils ont retenu ici, dans l'algorithme, un seuil de 50%, indépendamment du groupe sanguin, pour poser le diagnostic de la maladie de Willebrand. Une autre particularité qu'est-ce qui est rapporté dans ces guidelines, c'est qu'ils ont préconisé l'utilisation d'un test d'activité de facteur Willebrand au lieu d'un test cofacteur de ristocétine afin de limiter justement les faux positifs. Pour la prise en charge thérapeutique, donc elle se fait c'est très très variable. Il y a des patients qui ne nécessitent pas d'une prise en charge thérapeutique, il y a d'autres qui nécessitent la mise en place d'un arsenal thérapeutique très lourd. On commence toujours donc, par les antifibrinolytiques qui vraiment ont prouvé leur efficacité, donc à 90%, donc, on a une régression de la symptomatologie hémorragique. Il faut corriger aussi l'anémie par supplémentation en fer. La desmopressine, elle est utilisée en première intention dans les formes mineures, particulièrement dans la maladie de Willebrand de type 1. Pratiquement 95% des patients répondent à la desmopressine. Les concentrés plasmatiques sont réservés aux patients qui ne répondent pas à la desmopressine, donc c'est la forme 3, maladie de Willebrand de type 3 sévère ou la maladie de Willebrand de type 2B. Et le concentré recombinant trouve sa place chez les patients qui ne répondent pas au concentré plasmatique. Pour le traitement hormonal, il est toujours prescrit pour la gestion justement de l'aménorrhagie chez les petites fillettes. Alors, donc au CTS Mustapha, qu'est-ce qu'on utilise? Quelle est notre approche? Qu'est-ce qu'on utilise comme test diagnostic? Donc, tous les malades, ils sont systématiquement scorés. On fait un score ISTH-BAT. On fait un bilan de coagulation, particulièrement le TCK, l'activité et l'antigène, le facteur 8, on calcule les ratios. Et la RIPA, on l'utilise dans notre laboratoire en première intention afin de ne pas sous-diagnostiquer la maladie de Willebrand de type 2B atypique. En deuxième intention, donc comme ce qui est recommandé dans la littérature, on fait la liaison au collagène avec le calcul du ratio. La RIPA croisée pour le 2B et la liaison pour le 2N. Les multimères donc, sont utilisés chez nous, particulièrement lorsqu'on a des ratios qui ne permettent pas de trancher vers un type ou un sous-type. Et le propeptide, on le fait d'une manière systématique chez tous les patients de type 3 afin de les distinguer des types 1 sévères. Donc cette approche, elle nous a permis de diagnostiquer jusqu'à 2023 68 patients de type 1, 16 patients de type 2A, 7 patients de type 2B, 33 patients de type 2M, 9 patients de type 2N et 23 patients de type 3. Maintenant, je vais vous présenter un cas clinique qui nous a un peu marqué donc, dans le laboratoire. Il s'agissait de la patiente SC, donc née en 1990, originaire et demeurant à Ain Dfla.
Elle a présenté une épistaxis de très grande abondance à l'âge de 24 mois, ayant nécessité une hospitalisation, et la formule réalisée donc, à l'époque avait retrouvé un taux de plaquettes à 10 gigas. Entre l'âge de 3 ans et 10 ans, donc elle a fait des ecchymoses à répétition avec des saignements très importants et plusieurs hospitalisations. À l'âge de 13 ans, donc elle a fait une ménorrhagie avec une chute du taux d'hémoglobine à 5 grammes par décilitre, hospitalisation et transfusion. En juillet 2022, donc à l'âge de 32 ans et devant la persistance de la symptomatologie hémorragique et l'absence de réponse thérapeutique aux corticoïdes et aux immunoglobulines, elle a été splénectomisée. La formule de contrôle réalisée donc, après la splénectomie donc, a retrouvé un taux de plaquettes toujours bas, donc échec de la splénectomie. Elle a été mise sous traitement donc, de deuxième ligne et de dernière ligne, qui sont représentés par les agonistes des récepteurs de la thrombopoïétine, le Nplate. Donc, il y a eu une amélioration des chiffres plaquettaires. Cependant, il n'y a pas eu de correction de la symptomatologie hémorragique. Donc, adressée chez nous en septembre 2023 à l'âge de 33 ans. Donc là, quels sont les diagnostics suspectés chez cette patiente qui présente une thrombopénie donc à 10 gigas, chronique, persistante depuis pratiquement l'âge néonatal. Donc là, on suspecte soit une thrombopathie, type syndrome de Bernard-Soulier biallélique, ou bien une maladie du pseudo-Willebrand plaquettaire, ou bien les autres thrombopathies, ou on suspecte une maladie de Willebrand de type 2B. Donc on a commencé les explorations, donc on a réalisé le score ISTH-BAT qui était à 15, donc très très significatif pour une limite qui doit être inférieure à 6. À noter qu'au cours du prélèvement, donc cette patiente, donc elle a été toujours traitée par le Nplate et elle recevait une injection donc hebdomadaire en sous-cutané depuis 2022, donc pratiquement une année de traitement par cette thérapeutique. Alors, donc là, pour la formule numération sanguine, elle a retrouvé une hyperleucocytose avec une lymphocytose à 5 gigas. Le taux de plaquettes, il avait une thrombocytose, il était élevé, c'est normal, c'est sous l'effet donc, du traitement, le Nplate. L'agrégation plaquettaire réalisée, donc, elle a retrouvé une agrégation normale. Là, on ne voit pas, il y a la dernière ligne qui n'apparaît pas, hormis une agrégation à faible concentration de ristocétine qui était à 22%. On a complété l'exploration par le dosage du facteur Willebrand. On a retrouvé une activité à 7% avec un ratio à 0,15, une liaison collagène à 6% avec un ratio à 0,13. Donc on était orienté vers la présence d'une maladie de Willebrand, peut-être de type 2B, ou une maladie de pseudo-Willebrand plaquettaire, donc devant ce profil biologique. On a demandé à ce que le traitement soit arrêté, le Nplate, parce qu'il n'est pas recommandé justement dans toutes les thérapies, dans toutes les pathologies suspectées. Donc, elle a arrêté le Nplate pendant 3 mois et on l'a revu en janvier 2024. On refait le bilan. Donc là, il y avait toujours cette agrégation positive à faible concentration de ristocétine avec des dosages de Willebrand très diminués. On a complété par des tests RIPA croisés qui ont permis de confirmer le diagnostic de la maladie de Willebrand de type 2B. Il y avait toujours cette hyperleucocytose persistante avec un taux de lymphocytes élevé. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle présente cette patiente? Donc elle présente une maladie de Willebrand de type 2B. Actuellement, elle est traitée à la demande par du concentré plasmatique de facteur Willebrand. Le seul qui existe chez nous, c'est le Willfactin pur. Et il y a une bonne réponse thérapeutique. Donc là, la persistance de l'hyperleucocytose avec la lymphocytose donc, fait suspecter donc, un syndrome lymphoprolifératif chez elle. Donc là, on s'est posé la question, s'agit-il réellement donc, d'une complication justement du traitement, car c'est rapporté dans les effets, les complications justement de ce traitement. Donc, patiente, elle est toujours en cours d'exploration pour cette hyperleucocytose avec une lymphocytose. Donc, elle a bénéficié d'une thérapeutique qui n'a pas corrigé sa symptomatologie hémorragique, mais qui a induit justement un autre processus. Donc, là, peut-être un message devant une thrombopénie persistante, surtout que cette patiente, elle est passée dans beaucoup de laboratoires de ville, surtout un, donc on a retrouvé la trace de toutes les formules, 12 gigas, 15 gigas, 20 gigas, 12 gigas sur un suivi de 12 mois. Il faut toujours penser en conclusion à mettre à compléter par une exploration de l'hémostase. Elle est arrivée chez nous 33 ans après pour poser un diagnostic de maladie de Willebrand de type 2B. Voilà. Donc là, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la maladie de Willebrand est très hétérogène dans ses aspects cliniques, biologiques et moléculaires. L'objectif de la classification est thérapeutique donc, et permettant de guider le traitement des patients.
Donc, le diagnostic phénotypique de la maladie de Willebrand donc, est complexe. Là, vous avez vu beaucoup de techniques, beaucoup de tests, mais il suffit de faire une activité, un antigène, un facteur 8 et des ratios déjà pour s'orienter vers la présence ou l'absence de la maladie de Willebrand. Donc, il nécessite le recours à plusieurs techniques. La fiabilité des résultats d'hémostase donc, nécessite la maîtrise du processus, surtout préanalytique. Donc là, il faut faire attention parce que je vous ai dit, la majorité des prélèvements qui arrivent chez nous, des contrôles qui arrivent chez nous, donc on trouve des taux qui sont normaux. On confirme rarement un déficit qui est fait dans le privé. Donc, face à une thrombopénie persistante, donc, il faut penser à explorer l'hémostase. Donc, l'exploration de l'hémostase est essentielle pour éviter justement tous les faux diagnostics avec les conséquences qui sont parfois vraiment lourdes pour le patient. Voilà. Merci pour votre attention.